Bon, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'accueil. J'ai eu l'occasion de faire quelques séjours à l'hôpital et je retrouve cette ambiance où on prend bien soin des gens, où tout le monde est bien prévenant. On est venu me chercher parce que j'étais perdu. Enfin bon, voilà, c'est très sympa de venir à l'hôpital dans ces circonstances-là. Voilà. Et donc je suis très content de faire cette conférence ce soir pour rendre un peu peut-être la monnaie de la pièce de ce que j'ai eu l'occasion de vivre à l'hôpital dans les années passées. Et du coup, je vais vous parler des glaciers, mais je vais vous parler des glaciers sous un angle un peu particulier. Je vais vous parler des glaciers sous l'angle du risque, parce que les glaciers représentent un risque qu'on appelle un risque naturel, et il y a un certain nombre d'événements récents notamment, qui nous montre à quel point cette thématique devient préoccupante dans nos vallées alpines. Alors, donc, pour me présenter rapidement, donc, je suis Olivier Gagliardini. Il ne faut pas que je me tourne, sinon ça ne passe plus. Donc, je suis professeur à l'Université Grenoble-Alpes et mon activité de recherche porte essentiellement sur la mécanique, les processus qui régissent l'écoulement des glaciers. Alors que ce soit j'ai travaillé sur les grandes calottes polaires comme l'Antarctique, le Groenland, et aujourd'hui je m'intéresse plus aux glaciers alpins et aux risques qu'ils représentent dans nos vallées, et c'est à ce titre-là que je vais vous parler ce soir. Alors l'affiche qui vous a attiré dans cette salle, elle est un peu catastrophiste, dans le sens, bon, alors peut-être qu'effectivement le CHU est en zone inondable, mais en tout cas, s'il se fait inonder, ça ne sera pas à cause des glaciers. Hein. Si vous regardez autour de vous, dans les massifs autour de Grenoble, on ne voit plus tellement de glaciers. Il reste quelques petits bouts de glace dans Beldon, mais c'est à peu près tout aujourd'hui. Donc, j'ai élargi le titre, hein, on va aller un petit peu plus loin que Grenoble, on ne va pas rester autour du CHU, on va aller plutôt dans la vallée de Chamonix ou dans les Écrins, d'accord, ou en Suisse, on va aller un peu plus loin dans des montagnes qui sont un peu plus hautes et où avec des habitations, des villes qui sont un peu plus proches des glaciers. Alors, les risques d'origine glaciaire, on en parle pas mal dans la presse récemment, hein, vous avez sûrement entendu parler de la catastrophe de la Bérarde, donc un peu, voilà, suite à ça, c'est déjà fini. Suite à ça, il y a eu pas mal d'articles dans la presse locale, hein, avec un titre notamment du Dauphiné, « Le siècle qui vient sera celui des catastrophes glaciaires ». Alors, je pense qu'ils ont un peu faux, c'est pas le siècle qui vient, c'est peut-être quelques décennies, parce que malheureusement, à la fin du siècle qui vient, il n'y aura plus de glaciers, en tout cas dans les Alpes, à cause du réchauffement climatique. Donc les risques d'origine glaciaire, ils auront aussi disparu, principalement avec les glaciers. Mais effectivement, il est un peu juste quand même ce titre, parce qu'on est en train d'entrer dans quelques décennies, ou on est déjà rentré dans quelques décennies qui sont compliquées en termes de risques d'origine glaciaire. Et ça notamment parce que les glaciers sont en fort déséquilibre à cause du réchauffement climatique. Et du coup, on les pousse, on les fait reculer, on les fait fondre, et ça crée pas mal de risques. Donc c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Donc on en parle dans la presse locale, on en parle, pardon je vais trop vite, hop. On en parle dans la presse nationale plus ou moins bien suivant les médias, je pourrais revenir là-dessus si vous êtes intéressés. Et je vais commencer par donner quelques petites bases de physique, mais vraiment très basiques. Donc les glaciers, c'est de la glace, c'est de l'eau gelée, d'accord? Donc il y a de la glace, il y a de l'eau. Alors je peux aller plus vite, c'est pas la peine de faire défiler tout ça. Donc c'est la même molécule, hein, c'est H2O, c'est de l'eau, c'est juste la température qui change. La glace, c'est pour une température en dessous du point de fusion, donc en dessous de 0 degré. L'eau, c'est pour une température supérieure au point de fusion, donc supérieure à 0 degré Celsius. La glace, elle est solide, elle se comporte comme un solide, et l'eau, bah, c'est un fluide, hein, vous avez l'occasion de toucher tous les jours. Et il y a une petite différence de masse volumique, de densité, donc la glace est plus légère que l'eau. L'eau, elle fait 1000 kg par mètre cube, ou 1 kg par litre. La glace, elle fait moins. Ce qui fait qu'elle flotte, hein, c'est pour ça que quand vous mettez un glaçon dans votre verre d'eau, il flotte, c'est parce que la glace est plus légère. Et toutes ces petites notions de base de physique
on va voir que derrière, c'est un peu ce qui crée les problèmes liés au glacier. Alors, de quoi on va parler ce soir? Ah oui, alors du coup, ça m'a bien changé un peu quand même, ça m'a agrandi mes transparents, mais c'est pas grave, on va faire quand même comme ça. Donc, de quoi on va parler ce soir? On va parler des risques d'origine glaciaire, et donc là, je dresse un bestiaire. En fait, je dresse un bestiaire et je vais ranger ces risques dans deux catégories. Les risques qui sont liés à la glace, à des effondrements, à des avalanches de glace, et les risques qui sont liés à l'eau dans la slide, dans le transparent suivant. Donc, globalement, il peut se passer qu'un glacier devienne instable et ça crée une avalanche de glace. C'est par exemple l'exemple ici du glacier de la Lalin en 1965 qui a tué quelques dizaines de personnes en s'effondrant. C'est-à-dire que la langue du glacier, d'un seul coup, elle est partie dans une énorme avalanche de glace. Vous avez aussi des bouts de glacier qui peuvent partir. Un autre exemple ici, c'est aussi le cas du glacier de la Marmolada qui est pas sur ma slide, mais dont vous avez sûrement entendu parler en Italie. Après, il y a des choses plus classiques. Il y a ce qu'on appelle des chutes de sérac. S'il y en a qui font de l'alpinisme parmi vous, voilà, quand on passe sous une chute de sérac, en général, on ne s'arrête pas. On ne sait pas trop quand il va tomber. Il peut tomber un peu n'importe quand, en été, en hiver. Ce n'est pas forcément des très gros bouts. Ce n'est pas forcément un danger pour les habitants de la vallée. C'est un danger plus pour les pratiquants de la montagne, on va dire. Et c'est un peu le fonctionnement normal du glacier. De temps en temps, il lâche un bout de glace et ça fait une avalanche de glace. Et puis, il y a d'autres phénomènes liés à la glace. C'est ce qu'on appelle les crues glaciaires. C'est qu'un glacier se met à avancer. Alors, il peut avancer pour deux raisons. Parce qu'il est en très bonne santé, il y a plein de neige qui tombe dessus, il grossit, donc il avance. C'est ce qui se passait il y a bien longtemps. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun glacier où il y en a un ou deux à la surface de la Terre qui continuent à avancer, mais de façon très marginale. Aujourd'hui, tous les glaciers à la surface de la Terre reculent, donc on n'est plus trop confronté à ce cas. Enfin, la photo qui est ici, c'est un glacier qui est en Alaska et qui, jusque dans les années, encore début des années 2000, continue à avancer. Et on voit qu'un glacier avance, il n'y a rien qui l'arrête. S'il y a une forêt, il va passer dessus. S'il y a une maison, il va passer dessus. Il n'y a rien qui va l'arrêter. Et par exemple, pour la petite histoire, le glacier d'Argentière qui est dans la vallée de Chamonix, il y avait une cérémonie qui avait lieu encore il n'y a pas si longtemps que ça, parce que les gens étaient inquiets au début du 19e, on va dire. Les gens étaient inquiets que le glacier avance trop et vienne sur le village, et donc il y avait une cérémonie pour faire reculer le glacier. Ils ont continué à faire la cérémonie un peu trop longtemps, à mon avis, parce qu'aujourd'hui, le glacier, il n'y a plus aucun risque qu'il arrive sur le village. Donc ça, c'est les risques liés à la glace. Et maintenant, vu qu'on a vu que les glaciers, c'était de la glace, et souvent elle est proche du point de fusion, donc elle est proche des 0 degrés, donc il y a souvent de l'eau qui se produit, et beaucoup d'eau, des grosses quantités d'eau. Et donc cette eau, elle présente un danger si elle est stockée par le glacier. D'accord ? Si le glacier la retient et ne la laisse pas s'évacuer. Si elle s'évacue, bon, ça fait un torrent glaciaire et ça va dans nos rivières et ça alimente nos rivières. Mais si elle est retenue par le glacier, alors elle peut être retenue sous différentes formes. Elle peut être retenue à la surface du glacier, donc c'est ce qu'on appelle les lacs supraglaciaires. Elle peut être retenue au front du glacier, donc c'est les lacs proglaciaires qui peuvent être barrés par le glacier. Ou elle peut être retenue à l'intérieur du glacier, dans une poche d'eau qui est à l'intérieur du glacier. Et donc, le risque, c'est que cette eau soit relâchée d'un seul coup de façon brutale et que ça conduise à une inondation et souvent une lave torrentielle qui va dévaler dans la vallée de façon soudaine. Alors, on a des exemples. Là, c'est une photo qui est prise sur le glacier de Tête-Rousse. Alors, je ne vais pas en parler ce soir du glacier de Tête-Rousse. J'en ai trop parlé, je crois, depuis 2010. Et le glacier de Tête-Rousse, il contenait un gros volume d'eau, et en 1892, cette grosse poche d'eau, qui faisait à peu près 100 000 m3, elle s'est vidangée d'un seul coup, et elle a tué presque 200 personnes dans le village de Saint-Gervais, juste en dessous. Donc voilà, donc on a des historiques comme ça, mais ça c'était en 1892, et on a retrouvé une nouvelle poche d'eau en 2010, et depuis 2010, du coup, on surveille, et il y a des travaux qui sont faits pour protéger ce village, cette ville de Saint-Gervais. Mais je ne vais pas en parler ce soir, je vais parler d'autres exemples ce soir. Alors, je le disais en introduction,
on est dans une période de risque d'origine glaciaire parce que les glaciers vont mal, parce que les glaciers sont en train de fondre, ils sont en train de reculer, d'accord? Donc ça laisse de la place pour l'eau, par exemple, hein, de se stocker. Et les glaciers vont mal, alors ça c'est quelque chose, c'est un graphe qui est un peu compliqué, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Le chiffre que vous pouvez retenir, c'est que en ce qui concerne l'Europe centrale, c'est-à-dire nos Alpes, mais un peu aussi d'autres montagnes, depuis 2000, donc entre 2000 et 2023, ils ont perdu 40% de leur masse. D'accord? Donc c'est énorme. Ils ont perdu 40% de leur masse, et que cette accélération, même, on voit qu'elle s'accélère entre la première décennie et la deuxième décennie, entre 2000 et 2023. D'accord? Donc on comprend bien pourquoi ces glaciers sont en train de reculer et de fondre. Alors, voilà. Donc là, c'est juste, je mets un exemple, mais ça vous pouvez en trouver beaucoup sur Internet, c'est des photos avant-après, donc qui montrent un glacier une certaine année et un glacier un peu plus tard. Alors là, il n'y a plus de glacier en fait, c'est le glacier de Sarenne, dans le massif des Grandes Rousses, juste au-dessus de Bourdoisan, dans la station de l'Alpe d'Huez. Si vous avez eu l'occasion de monter là-haut, vous avez peut-être skié sur ce glacier, ben, il n'y a plus de glacier aujourd'hui. Quand vous skiez sur de la neige, s'il y en a, ou sur du rocher. Alors aujourd'hui, ben, à la place du glacier de Sarenne, il y a un gros lac. C'était un glacier qui faisait partie des glaciers que mon laboratoire, donc l'Institut des géosciences de l'environnement, suit. Ben, aujourd'hui, on l'a sorti des glaciers qu'on suit, puisqu'on n'a plus à le suivre. Il n'existe plus, tout simplement. Alors, voilà, alors, ça aussi c'est intransparent, je ne vais pas y passer trop de temps, après je vais venir à des exemples concrets, mais ça c'est un transparent qui monte, alors vous connaissez tous l'IPCC ou le GIEC en français, qui est un groupement d'experts scientifiques comme moi partout dans le monde. Et donc, ces experts, ils font un peu un bilan de l'état de la planète en termes de climat. D'accord? Le GIEC s'intéresse au climat qui règne sur la Terre. Et donc, dans ce rapport qui date de 2019, donc qui commence à dater un peu, notamment ce rapport notait que avec la fonte et le retrait des glaciers, il y allait avoir un recul des glaciers, d'accord? Et donc, potentiellement potentiellement l'apparition de nombreux lacs. Et voilà, potentiellement ces lacs ne sont pas un problème, mais potentiellement certains, comme je vais vous le montrer, peuvent causer des problèmes. Mais par contre, dans ce rapport de 2019, on ne notait pas une augmentation des inondations, des catastrophes dues à ces lacs. En fait, on n'a pas assez d'événements, il y en a quand même un peu, il y en a un peu au niveau mondial, mais il n'y en a pas assez pour faire des statistiques et puis pour voir une augmentation de ces vidanges de lac. Aujourd'hui, je pense que si 5-6 ans après ce rapport, je pense que si on réécrit le rapport, peut-être que les conclusions seraient un peu différentes. C'est pour vous montrer à quelle vitesse ça évolue. Alors, donc je vous l'ai dit, je travaille à l'IGE, l'Institut des géosciences de l'environnement. Donc il y a un laboratoire juste de l'autre côté de l'Isère, hein, par rapport à l'hôpital. Et donc dans mon laboratoire, on est quelques personnes à s'occuper de ces risques. Alors, on s'occupe de ces risques parce que c'est des risques émergents. Donc c'est des risques qui sont nouveaux et finalement les services de l'État ne savent pas trop comment les traiter. Autant les services de l'État savent accompagner les collectivités quand il y a des problèmes d'avalanche, quand il y a des problèmes de chute de pierres, quand il y a des problèmes de lave torrentielle dans des torrents qui débordent. Mais le risque glaciaire, on n'a pas beaucoup d'exemples, et finalement la connaissance, elle est plutôt dans les laboratoires de recherche. Alors c'est en train de changer petit à petit, et c'est en train de perfuser, et finalement les services de l'État sont en train de s'approprier, on va dire, cette connaissance et de pouvoir traiter par eux-mêmes certaines situations. Donc, dans les laboratoires de recherche, on fait essentiellement de la recherche, et moi, c'est ce qui m'intéresse, mieux comprendre l'origine de ces risques et comment on peut s'en prémunir, comment on peut s'en protéger, si on peut. Et par contre, on mène aussi une grosse activité d'expertise, expertise sur un certain nombre de sites où on vient accompagner les communes, la commune de Chamonix, la commune de Tignes, la commune de Saint-Gervais,
en leur apportant voilà, des éléments. Alors, on fait de l'instrumentation, on fait de la modélisation, on fait différentes choses pour les aider à prendre des décisions sur comment on gère ces sites. Alors, dans la suite, je vais partir sur des exemples. Donc je crois que j'ai 4 exemples ce soir. Donc il y en a un qui va être un petit peu plus long, c'est le cas de la vidange du lac des Bossons en 2023, donc juste au-dessus de Chamonix. Ensuite, je vais vous parler un peu du glacier de Tacona, qui est le glacier voisin du glacier des Bossons et qui nous intéresse pour d'autres problématiques qu'un lac. Il n'y a pas de lac ici, c'est une autre problématique. Et ensuite, je vais vous parler des 2 événements dont vous avez sans doute entendu parler par les médias. Hein. C'est l'événement, alors je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, mais je vais vous expliquer la compréhension qu'on a de ces événements aujourd'hui d'un point de vue scientifique. Donc ça va être l'événement de la Bérarde, dans le massif des Écrins, hein, qui a eu lieu en 2024, en juin 2024. Et je vais vous parler aussi de l'événement de Blatten, qui a eu lieu cette fois-ci pas en France, mais en Suisse, en mai 2025. Donc voilà, 2 événements qui sont complètement différents dans leur forme. Et voilà, je vais vous donner un peu des chiffres et puis une idée de comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'on en a compris, sachant que sur ces 2 événements, on arrive un peu après hein, et qu'il n'y a pas beaucoup de solutions, sauf à évacuer les gens et essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de mort. Donc je vais commencer par le glacier des Bossons. Donc le glacier des Bossons, c'est un glacier qui est juste au-dessus du village des Bossons, sur la commune de Chamonix, dans la vallée de Chamonix, juste sous le Mont Blanc. Et donc vous pouvez le voir, là, ce glacier, ça c'est son front, il est ici, et vous voyez qu'ici il y a un lac. Ça c'est une image qui date de 2023, donc pendant l'hiver, au mois de janvier 2023, juste avant qu'on vidange ce lac, hein, ce lac on l'a vidangé, vous allez voir au mois d'août 2023, et vous allez voir comment on l'a vidangé, et quel a été l'apport des scientifiques sur le déroulé de cette vidange. Alors je vais vous expliquer un peu la situation, si j'arrive à passer les slides, voilà. Donc ça c'est une autre vision, donc le glacier des Bossons, ici le glacier de Tacona dont je parlerai tout à l'heure, le sommet du Mont Blanc au fond, le dôme du Goûter. Et donc le glacier des Bossons a vu un lac se former à peu près à l'altitude de 1700 mètres, donc c'est au niveau de son front dans les années 2020. Et ce glacier, la particularité, c'est qu'il a 3 torrents, il a 3 torrents émissaires, le torrent de la Creuse, le torrent de la Creusette et le torrent des Bossons. Alors le torrent des Bossons, il porte le nom du glacier, mais il n'y a quasiment pas d'eau qui s'écoule dedans. D'accord ? Donc c'est surprenant, historiquement, comment ça s'explique, et surtout, quand on remonte dans le passé, effectivement, il n'y a jamais eu vraiment d'eau qui s'est écoulée dans le torrent des Bossons de mémoire humaine. Mais quand même, il porte le nom du glacier. Quasiment toute l'eau, elle s'écoule dans le torrent de la Creuse qui est ici. Voilà. Et donc, il y a un lac qui s'est formé à ce niveau-là. Alors là, je vous montre une image du ciel. Maintenant, on a des drones et ça permet de prendre du recul et de prendre de la hauteur et de voir ce fameux lac. Donc ce fameux lac, il est ici. Alors, il a été visible à peu près en 2015. Depuis 2015, il était visible. Au début, c'est une petite flaque d'eau. Et puis quand le glacier fond, parce que ce qu'on voit, alors, et puis il a un exutoire naturel qui va dans le torrent de la Creusette. J'arrive pas à passer les slides, voilà. Et ça, ce que je marque ici, c'est le glacier. Donc vous voyez, ici, c'est le glacier qui fait barrage au lac. Donc quand le glacier va fondre, le lac, qu'est-ce qu'il va faire? Inévitablement, il va s'agrandir, s'agrandir, s'agrandir. Son volume va augmenter, et globalement, le risque pour la vallée, il est proportionnel au volume. Plus le volume va être grand, plus il y a un risque que l'inondation, la lave torrentielle, atteigne des enjeux dans la vallée. Donc les enjeux au-dessous, c'est quoi? C'est des habitations, c'est une autoroute, c'est une voie ferrée. Voilà, donc c'est des choses qu'on n'a pas trop envie de voir coupées par une avalanche de boue. Voilà. Et donc, ce qu'on a commencé par vérifier, c'est que, effectivement, le rocher qui est sous le glacier, ici, donc là on voit ça, c'est du rocher,
Mais le rocher qui est sous le glacier, il a une pente qui veut emmener l'eau vers la rive gauche, d'accord, vers le torrent des Bossons. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, l'eau, elle peut passer sous le glacier et s'évacuer, un peu hein, comme quand on tire le chasse d'eau, il y a tout qui part d'un seul coup. Quand on ouvre la bombe de la baignoire, il y a tout qui se vide d'un seul coup. Alors, en termes de lacs qui ont un barrage qui est formé par un glacier, il y a deux types de risques. Le premier risque, c'est que, c'est comme je l'ai expliqué, là, si la pente est descendante, ça c'est le rocher, ça c'est le lac, ça c'est le glacier, il y a le risque que se forme un conduit dans la glace, alors au sein du glacier ou à l'interface entre le glacier et le rocher. Et quand l'eau va commencer à circuler dans ce conduit, elle va faire fondre la glace. Donc en fait, c'est comme si vous videz votre baignoire, mais avec une bonde qui ne fait qu'augmenter au fur et à mesure que vous la videz. Donc l'écoulement devient de plus en plus rapide, et plus il est rapide, plus c'est rapide. Donc ça fait une vidange qui peut être très très rapide de façon exponentielle. Et donc ça peut conduire à des forts débits, et notamment si le lac est gros. Et on a des exemples dans la littérature de vidanges comme ça qui ont conduit à des catastrophes, ou en tout cas à des laves torrentielles importantes. Le deuxième risque, c'est si le glacier fond suffisamment, donc le barrage de glace, il arrive à la hauteur du lac, d'accord? Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ou si le lac monte, le lac va déborder par-dessus le glacier. Et pareil, quand l'eau va circuler par-dessus le glacier, elle va faire fondre la glace, elle va inciser la glace, et donc elle va creuser un chenal par-dessus le glacier. Et donc, rapidement, on peut aussi vider le lac. Et là, c'est surtout vrai si on a des lacs qui sont très très grands, s'ils ont une surface qui est très très grande, parce que pour abaisser de 10 cm, il faut un énorme volume, il faut vider un énorme volume du lac. Et donc, mais cette solution, si on a un lac qui n'est pas trop gros, et c'est le cas en général dans nos Alpes, si on a un lac qui n'est pas trop gros, ça peut être la solution pour vidanger le lac. Vous allez le voir dans la suite, en fait, on a provoqué la vidange en creusant avec des pelles, en creusant un chenal sur le glacier pour faire vider, pour que le lac se vide par-dessus le glacier. Donc on a provoqué ça parce qu'on était assez confiant que le lac était suffisamment petit et que ça n'allait pas y créer, et je vais vous expliquer ça, que ça n'allait pas créer de risque pour la vallée. Alors quand on arrive sur un site comme ça, il faut caractériser l'aléa. Donc là je vais aller assez vite. Donc nous on va sur le terrain, on a des outils un peu spéciaux, par exemple pour mesurer l'épaisseur de glace, pour voir que le socle il descend vers la rive gauche, il faut qu'on mesure les épaisseurs de glace et qu'on voit à travers la glace. Donc on utilise un radar. Je pense que vous avez à peu près les mêmes choses à l'hôpital pour voir à l'intérieur des patients. Voilà, ça ne doit pas être les mêmes longueurs d'onde, mais c'est à peu près ça. Donc on trimballe un radar et on voit les épaisseurs de glace. On a fait aussi quelques forages pour vérifier qu'on n'était pas trop mauvais au niveau des épaisseurs de glace. Et donc on a confirmé qu'il y avait bien une pente descendante. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Alors c'est pas nous qui l'avons fait, c'est nos collègues du RTM. Le RTM, c'est un service de l'ONF qui est que dans les vallées, qui est localisé que dans les vallées de montagne, dans les Alpes et dans les Pyrénées pour la France, et qui s'occupe des risques naturels. Et donc ils ont des logiciels pour faire... Donc on a imaginé, voilà, on met 20 000 m3 d'eau et on les lâche du lac des Bossons, qu'est-ce que ça va faire comme inondation? Donc là, vous voyez, ça c'est le village des Bossons, donc 20 000 m3 d'eau, voilà, ça fait une inondation qui va quand même toucher l'autoroute, la voie ferrée. Donc on a estimé qu'avec 20 000 m3 d'eau, c'était problématique. Donc 20 000 m3 d'eau, c'est pas beaucoup, hein, c'est 5 piscines, non, c'est 4 piscines olympiques, 2500 m3, une piscine olympique de 2 mètres de profondeur. Donc j'en reparlerai peut-être plus tard. Ça vous donne un ordre de grandeur. 20 000 m3, c'est pas tant que ça, mais comme les enjeux sont tout proches du lac, en fait, c'est problématique. Donc il faut... voilà, donc on pouvait pas... en fait, on s'est donné cette limite. Il ne faut pas que le lac dépasse le volume de 20 000 m3 d'eau, sinon... en dessous, on est en danger. Donc ça permet de savoir un peu où on va. Et donc après, il faut mesurer le volume du lac. Parce que quand vous regardez le lac, vous ne voyez pas son volume. À la limite, vous faites une photo aérienne ou un vol avec un drone, vous faites des photos, vous avez son air, la surface du lac. Vous n'avez pas son volume.
Donc on fait naviguer un petit bateau, alors là c'était avec un homme dedans, mais maintenant on a des petits bateaux automatiques, voilà, des drones nautiques qui vont sur le lac et qui mesurent la profondeur du lac. Et ça nous permet de calculer ce qu'on appelle la bathymétrie, c'est-à-dire la topographie du fond du lac, et donc d'en déduire le volume. Donc on voit là l'évolution depuis 2021 où on a fait la première bathymétrie jusqu'à 2023, donc en janvier 2023, donc on est resté toujours en dessous d'une fourchette de 15 000 mètres cubes. Donc voilà, on pouvait travailler assez sereinement. Alors voilà. Donc on suit aussi, on vient mettre des instruments dans le lac, donc on vient mettre un piézomètre ça mesure la pression d'eau, donc ça mesure la hauteur, le niveau du lac, parce qu'on voit que le lac, son niveau varie. Alors il varie ici, parce qu'on a mis un coup de pelle mécanique dans le rocher, donc on a fait baisser le niveau du lac, au niveau de l'exutoire, et puis il varie aussi parce qu'il y a des variations journalières. Dans la journée, il y a beaucoup d'eau qui arrive avec la fonte du glacier, et puis la nuit, il y a moins d'eau qui arrive, donc ça fait des variations un peu journalières comme ça. Donc voilà un peu le type d'instrumentation que l'on met. Et donc là, c'est pour vous donner une idée de... Voilà, donc après, on vient mesurer la topographie du glacier, donc vous voyez, entre 2019 et 2022, comment évolue la surface du glacier. Donc on perd, les petites barres, il y a 10 mètres là, entre deux petites barres. Donc entre 2019 et 2021, on a quasiment perdu 10 mètres d'épaisseur à ce niveau-là, au front du glacier. Donc ça va très très vite. Et donc ça, c'est des coupes qui représentent le glacier. Et on voit bien la pente qui descend et qui nous emmène l'eau vers le torrent des Bossons, vers la rive gauche. Et ce qu'on voit bien aussi, alors là, la photo elle est inversée, ce qu'on voit bien, c'est que si le glacier recule, pour un même niveau, si le glacier recule, il va occuper de plus en plus de place, donc son volume, inévitablement, inexorablement, il va augmenter. Alors voilà, donc ensuite, une fois qu'on a fait un peu l'état de santé de ce lac, qu'on en connaît un peu plus, bon, qu'est-ce qu'on a comme moyen curatif? Donc on a des outils, des pelles mécaniques. Donc en juin 2022, ça a été décidé d'aller essayer de creuser un peu dans le rocher, mais là on est vraiment dans du granit bien solide, donc c'est pas évident d'aller creuser. Donc on a baissé le niveau de seulement 1,25 m. Et en été 2023, et je vais parler de ça maintenant, il a été décidé de creuser dans le glacier, parce que de toute façon la vidange se serait faite naturellement l'été suivant, ou même à la fin de l'été de 2023. Mais là, on avait le moyen un peu de contrôler cette vidange pour être sûr qu'elle se déclenche le jour J et qu'il y a un système de sécurité qui soit déployé dans la vallée afin d'éviter des soucis s'il y avait des soucis. Et donc voilà, donc je vais passer, mais dans nos laboratoires, on fait aussi de la modélisation. L'idée, c'est de dire, bon, alors on va creuser un chenal dans la glace, il ne faudrait pas que ça crée l'aléa qu'on veut éviter en vidangeant trop rapidement le lac. Donc on fait de la modélisation pour essayer de prédire comment ça va se passer. Alors on n'est pas très bon parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples, il n'y a pas beaucoup de données. Pardon. Et donc ces simulations toutes simples nous ont permis de dire que a priori il n'y avait aucun risque qu'il y ait un emballement de la vidange, donc ça devrait se passer plutôt tranquillement. Et par contre, il y avait le risque que la vidange ne soit pas complète, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'eau dans le lac, il n'y a pas assez d'énergie pour faire fondre toute la glace, et que la vidange ne va pas être complète, elle va s'arrêter au bout de quelques jours parce qu'il n'y a pas assez d'énergie dans le lac. Et ça s'est passé par exemple en Suisse, des collègues suisses qui ont essayé de vidanger un lac, ils n'ont pas pu le vidanger complètement parce qu'ils étaient beaucoup plus loin en altitude, le chenal était beaucoup plus long, et la vidange s'est arrêtée. Voilà, donc ça c'est un plan des travaux. Donc ici c'est le rocher, en haut c'est le rocher, là c'est le glacier. Vous voyez, le glacier des Bossons, il est tout seul, il y a plein de cailloux, c'est pas très beau comme glacier. C'était pas très beau parce que là aujourd'hui le front du glacier a beaucoup reculé. Et donc les collègues du RTM là ont fait un plan et l'entreprise est venue creuser ce chenal. Alors en fait, voilà, ils ont dû terrasser à peu près un peu plus de 6000 m3 de glace, comme un terrassement sur du rocher, et faire un chenal de 100 mètres de long. Donc ça a pris 3 semaines de travaux.
Et le 31 juillet à 15 h, on était prêt à mettre le chenal en eau. Donc il y avait juste un petit bouchon de glace qui était ici. Donc vous voyez le lac vu d'en haut, et puis le chenal qui est ici. On ne voit pas tout le chenal. Et donc ils ont fini par gratter ce chenal, et le chenal s'est mis en eau. Donc ça, c'était le 31 juillet 2023 à 15 h. Ça, c'est le 1er août à 11 h. Donc on voit que le chenal s'est déjà bien incisé. Une autre photo, vue du lac. Alors, ça, c'est le 3 août. Donc on voit tout le chenal, là. On voit tout le chenal. Donc une fois que le chenal a été mis en eau et que l'eau a commencé à s'écouler, les pelles mécaniques, elles ont été rangées, et c'est naturellement que le lac s'est vidé. Et ensuite, ça, c'est à la fin de la première semaine du mois d'août. Donc le lac, il était ici, donc il n'y a plus de lac. Donc le résultat est un succès, puisque le lac s'est complètement vidangé en 7 jours. En fait, les chiffres, c'est que le glacier s'est incisé de 1 mètre par jour. C'est-à-dire que chaque jour, on perdait 1 mètre. Et au total, il y avait à peu près 6-7 mètres. Le lac faisait 6-7 mètres de profondeur. Donc en une semaine, naturellement, le lac s'est vidé. Et depuis, le glacier a bien reculé. Donc de toute façon, le lac n'est pas revenu. Donc le problème est réglé. Alors, avant de terminer sur cet exemple, si j'arrive à passer les autres slides, voilà. Alors, je vous ai dit au début, on a fait de la modélisation, mais en fait, on n'est pas très fort parce qu'on n'a pas beaucoup de données. Il y a très peu de gens qui ont observé comment, à quelle vitesse, quand il y a de l'eau qui circule dans un chenal, à quelle vitesse ce chenal va s'approfondir, à quelle vitesse il va s'inciser. Et du coup, on en a profité pour déployer des instruments. Donc on est allé poser plein d'instruments dans le chenal pendant la surverse pour mesurer la température de l'eau, la vitesse de l'eau, le débit. Voilà. Et on a essayé d'améliorer du coup notre modèle pour les nouveaux lacs. Et ce modèle, depuis, on l'a appliqué au lac de Tignes, on l'a appliqué au lac de Grand Marché, enfin on l'a appliqué à un certain nombre de lacs qui ont été vidangés ou qui vont être vidangés depuis. Donc on a essayé d'améliorer la connaissance. Et donc voilà, et donc ça c'est pas la fin du travail. Le travail, c'est de faire un rapport là-dessus pour voilà, étayer, et ce qui serait bien, c'est de faire aussi une publication pour publier ça dans la littérature internationale. Donc deux résultats intéressants quand même de cette vidange, c'est que voilà, ce que je disais tout à l'heure, 1 mètre par jour d'incision, donc c'est beaucoup, ça va vite. Et au final, ce qui a fait que le lac s'est vidangé, c'est qu'il y avait beaucoup d'eau qui arrivait dans le lac par la fonte du glacier à cette période, au mois d'août là. Et en fait, l'eau qui arrive dans le lac, elle représente 95% de l'eau qui s'est écoulée dans le chenal. Et le lac, finalement, il ne représente que 5% de cette eau. Donc s'il n'y avait pas eu d'eau qui rentrait dans le lac, je pense que ça n'aurait pas marché. C'est grâce à l'eau qui est arrivée dans le lac pendant les 7 jours de vidange que ça s'est vraiment incisé. Alors voilà, donc après je vais être beaucoup plus rapide sur les autres exemples. Là, c'était un peu exhaustif de toute notre activité finalement, de la prise de connaissance du risque, comment on le caractérise, comment on caractérise l'aléa, jusqu'à finalement la résolution du problème. C'est un peu un cas d'école parce qu'il y a beaucoup de problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre quand même. Donc là ça a marché et c'est résolu, mais il y a beaucoup d'autres situations où c'est pas résolu, où on est dans un suivi sur le long terme. Et c'est un peu le cas du glacier de Tacona. Le glacier de Tacona, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de problème, mais il pourrait y avoir des problèmes dans le futur, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça, c'est une vision du glacier de Tacona avec quelques collègues qui sont ici, là, au milieu de nulle part, au milieu des séracs, au milieu des crevasses, pour aller faire des mesures. Donc c'est des missions qui sont très, très demandeuses en temps et en énergie et en sous aussi. Parce qu'il faut aller se poser dans des endroits qui ne sont pas très accueillants. Donc le glacier de Tacona, là on a parlé du glacier des Bossons avec le lac qui était par là. Donc le glacier de Tacona, il est juste à côté, et il n'y a pas de lac, mais par contre il y a une partie du glacier qui aujourd'hui est stable, et au-dessus d'une barre de sérac qui est ici. Et cette partie, elle est stable parce qu'aujourd'hui, la glace est froide, c'est-à-dire qu'elle est bien en dessous de 0 degré.
Et donc, la glace froide, sa propriété, c'est qu'elle va vraiment coller au rocher. Et du coup, le glacier ne va pas glisser sur le rocher, il va être stable. Et ce qui se passe avec le réchauffement climatique, comme on va le voir dans les slides suivants, c'est que ce glacier se réchauffe, hein, la température de l'atmosphère se réchauffe, le glacier aussi se réchauffe. On va voir qu'il se réchauffe même plus vite que la température de l'atmosphère. Je pourrais expliquer pourquoi, si vous le voulez. Donc ça, c'est donc la problématique liée au glacier de Tacona, c'est que c'est un glacier aujourd'hui froid qui se réchauffe. Il est aujourd'hui stable parce qu'il est froid, mais demain, s'il devient tempéré à sa base, il pourrait devenir potentiellement instable. Et ce glacier, comme le glacier des Bossons, il est juste au-dessus de la vallée de Chamonix, avec plein d'enjeux à l'aval. Donc ça, pour illustrer ça, c'est... Alors, je ne suis pas tout à fait au glacier de Tacona, je suis au sommet du glacier de Tacona, au col du Dôme, à 4300 mètres, donc un peu les altitudes maximales pour notre massif alpin. Et donc ça, c'est la température de l'air à 2400 mètres. Donc ça, c'est dans la vallée, on va dire, ou un peu au-dessus de la vallée, à 2400 mètres. D'accord, c'est la température de l'air. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'entre 1994 et 2021, alors pourquoi je vous la donne à cette altitude-là, c'est que je ne l'ai pas plus haut. Voilà. On a une augmentation donc sur presque 3 décennies de 1,5 degrés Celsius. C'est déjà plus, hein, vous avez peut-être déjà entendu parler, que le réchauffement dans les massifs montagneux est plus important que le réchauffement moyen à la surface de la Terre. Déjà, on a presque plus 0,5 degrés par rapport au réchauffement moyen à la surface de la Terre. Et donc, on a ce plus 1,5 degré à 2400 mètres. Et ce qu'on peut voir, donc ça, c'est des mesures qui ont été faites dans des forages. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient sur le glacier avec une foreuse à eau chaude, hein, on fait un trou. On fait fondre la glace, on fait un trou vertical, et dans ce trou, on vient mettre des thermistances donc pour mesurer la température du glacier. Et donc, tous les points ici, c'est une thermistance. Donc, on en met tous les 5 mètres, tous les 10 mètres, suivant les budgets de l'année où on fait ça. Et donc, on a commencé à faire ça, mes collègues ont commencé à faire ça en 1994. Et les dernières mesures datent de 2021 et on va cet été refaire, hein, tous les 5 ans, on se dit que c'est bien d'aller reprendre la température de ce patient pour voir son état. Malheureusement, il empire. Du coup, ce qu'on voit dans le glacier, hein, ici on avait plus 1,5 degrés à 2400 mètres d'altitude dans l'atmosphère, dans l'air. Dans le glacier, on est à plus 2,7 degrés à 40 mètres de profondeur. Alors, on ne regarde pas ce qui se passe tout en haut, parce que suivant qu'on vient l'été, l'hiver, en haut, sur les 10 premiers mètres, 15 premiers mètres, il y a les variations saisonnières. On les voit dans le glacier. Mais si on se met à 40 mètres, là, on ne voit plus les variations saisonnières. Et donc, à 40 mètres, c'est pour ça que la courbe, elle commence à moins 20 ici. Donc, quand on se met à moins 40, on a plus 2,7 degrés Celsius d'augmentation. Donc, quasiment le double d'augmentation au sein du glacier que au sein de l'atmosphère. Ça s'explique simplement et assez facilement, c'est qu'il commence à y avoir de la fonte à la surface du glacier, alors qu'avant il n'y en avait pas, même à ces altitudes-là, 4300 mètres, l'été, certains jours d'été, il commence à y avoir de la neige qui fond. Cette neige, qu'est-ce qu'elle fait? Une fois qu'elle est sous forme d'eau, elle va percoler, elle va s'infiltrer dans le névé, et elle va arriver sur des couches de névé qui sont plus froides, et elle va regeler. Et ça d'un point de vue thermodynamique, ça va libérer énormément de chaleur. C'est comme si vous mettiez des radiateurs à l'intérieur du glacier, quoi. Donc ça coûte beaucoup moins d'énergie de faire fondre la neige que ensuite de la regeler. Ça va libérer beaucoup plus d'énergie. Donc il y a juste le fait de fondre, de percoler, de regeler, ça multiplie l'énergie. Et du coup, ça multiplie l'énergie qui est libérée au sein du glacier. Et c'est ce qui explique qu'on a plus 3 degrés à 40 mètres alors qu'on n'a que 1,5 degré dans l'atmosphère. Et donc on voit qu'on est encore loin, hein, ici les températures au fond, mais on est très haut là, on est encore loin des 0 degrés, on est encore à moins 11 degrés. Donc là-haut, tout là-haut, ça va encore. Mais le problème c'est plutôt ce qui se passe
Donc c'est une photo du glacier. Et ça, c'est un peu tous les points où on a fait des forages, où on a des mesures. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la modélisation. Donc, on fait un modèle numérique de notre glacier. Donc, c'est représenté par ce maillage. On appelle ça un maillage. Enfin, ça discrétise le glacier. Et on fait un modèle qui est capable de reproduire l'écoulement du glacier, les vitesses du glacier, mais aussi les températures au sein de la glace. Et ensuite, on compare ce modèle à nos données. Donc vous voyez là, donc là maintenant la chute de Sérac, elle est dans le haut, hein, le dôme du goûter il est là-haut, donc le bas du glacier est ici, la figure a été tournée. Et donc là tous les numéros c'est des différents forages qui ont été faits à différentes périodes, là, donc 2008, de 2012 à 2014, 2021, de panels. Et donc, chaque couleur, c'est un forage, et puis les petits points, c'est les données, et puis la courbe continue sans petits points, c'est le modèle. Donc, on voit qu'on y arrive raisonnablement à reproduire ce qui se passe au sein du glacier. Ça marche moins bien sur les dernières années, parce qu'il se passe des choses qu'on n'a pas dans le modèle, en fait. Il se passe que l'eau, tout à l'heure, je vous ai dit, l'eau, elle fond, elle percole dans le névé et puis elle regèle et ça libère beaucoup d'énergie. En fait, ce qui se passe, c'est que là, l'eau, elle fond, mais elle s'écoule, parce que maintenant, il y a des couches de glace dans le névé, donc elle s'écoule sur ces couches de glace, et elle va dans des crevasses, et donc, au lieu de regeler proche de la surface, elle va regeler quasiment au fond du glacier. Et donc, elle vient réchauffer le glacier, non pas par le haut, mais par le bas. Et donc ça, c'est vraiment problématique pour la stabilité du glacier. Et donc, une fois qu'on a un modèle qui est à peu près calibré même s'il manque des choses encore, comme je viens de vous le dire, une fois qu'on a un modèle qui est à peu près calibré sur les données qu'on a depuis 1994, eh ben, on peut s'amuser. Alors, on ne s'amuse pas vraiment, on peut essayer de prédire ce que seront les températures du glacier dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, voilà, par exemple jusqu'en 2100, en utilisant justement les fameux scénarios climatiques du GIEC, qui sont ces scénarios, alors RCP, ce qui est important, c'est le 2,6, hein, c'est juste, j'augmente de 2,6 watts par mètre carré par rapport à l'ère pré-industrielle. Là, de 4,5, là, de 8,5, donc plus le scénario du bleu au rouge, globalement, c'est le scénario si dès hier, on commence à être vraiment très vertueux. 4,5 c'est un scénario médian et 8,5 c'est le scénario de la trajectoire actuelle si on ne change rien. Et donc on est capable de prédire les températures dans le futur et du coup on peut appliquer ces températures à notre modèle. Donc c'est des résultats là, du modèle. Donc on a là les températures, donc ces cartes là, c'est les températures à la base du glacier, donc entre 0 et moins 10 degrés le bleu, en 2050, 2080, 2100. Et donc là où c'est rouge très foncé, c'est là où le glacier va devenir tempéré. D'accord ? C'est là où il devient tempéré et c'est là où il se met à glisser sur le rocher. Et donc on voit que inexorablement, cette couleur rouge, elle progresse au sein du glacier. La grosse question à laquelle on ne sait pas répondre encore aujourd'hui et sur laquelle on travaille très fortement en ce moment, c'est comment, parce que ça, je suppose que du coup le glacier il reste stable dans le futur jusqu'en 2100, mais en fait il est probable qu'il y ait des bouts qui tombent au fur et à mesure et que le glacier va reculer comme un glacier un peu classique au fur et à mesure qu'il va se tempérer à sa base parce qu'il est sur des pentes qui sont très fortes ici. Mais il reste toujours le cas où ça reste stable un long moment et puis finalement on arrive à déstabiliser un gros volume de glace. Et ça, c'est vraiment ce qu'on voudrait éviter. On préférait que ça tombe par petits morceaux que ça attende et que ça tombe par gros morceaux. Et donc voilà, donc ce glacier là pour les décennies qui viennent, les 2 décennies qui viennent, on va dire, il va y avoir des choses un peu compliquées à surveiller de comment évolue cette température et comment évoluent les vitesses du glacier,
et comment évolue le frottement du glacier à sa base. Voilà, donc un autre exemple hein, par rapport au lac des Bossons, là, où on doit traiter du glacier lui-même et du risque de déstabilisation de ce glacier. Donc maintenant, je vais parler de deux exemples. Je suis déjà un peu long, mais il y a beaucoup moins de slides. Je vais parler de deux exemples récents dont vous avez sûrement entendu parler. Donc, je vais commencer par la catastrophe de la Bérarde. Je l'appelle la catastrophe de la Bérarde. C'est une catastrophe en soi, même s'il n'y a pas eu de victimes, hein. Au moins pour les gens qui habitaient ce village. Et je vais parler ensuite de la catastrophe de Blatten en Suisse. Donc la catastrophe de la Bérarde, elle a eu lieu au mois de juin 2024, 21 et 22 juin 2024. Elle n'a pas fait de victimes, hein, comme je l'ai dit, parce que la centaine de personnes qui étaient dans le village au moment de l'événement a été évacuée par hélicoptère au petit matin, a été rassemblée dans un endroit qui était sans risque et a été ensuite évacuée par hélicoptère, hein, donc il n'y a pas eu de victimes. Par contre, il y a 66 bâtiments qui ont été impactés fortement, dont 16 qui ont été détruits ou ensevelis complètement. Donc ici, vous voyez la Bérarde telle qu'elle était, donc ça c'est en juin 2022. Ici, vous avez une photo du 21 juin 2024, vous voyez que la Bérarde elle a été envahie par les eaux. On verra quel type d'eau, hein, par des laves, alors c'est pas des laves torrentielles, hein, par des écoulements torrentiels. Ici, le 22 juin 2024, donc un jour après, alors on ne voit pas sur cette photo, mais le torrent, il passait plutôt, le torrent qui descend des étançons, il passait plutôt en rive droite, et suite à la catastrophe, il a été dévié, il passe maintenant en rive gauche du village. Donc voici une carte un peu pour vous situer. Donc la Bérarde c'est ici. Donc il y a deux torrents qui arrivent à la Bérarde avant de se jeter dans le Vénéon. Donc il y a la vallée des Étançons, donc le torrent des Étançons, et il y a le torrent de Bonne-Pierre qui sort du glacier de Bonne-Pierre, qui est un glacier qui est au-dessus de la Bérarde. Alors donc je vais aller assez vite sur l'analyse de ce phénomène. En fait, qu'est-ce qui s'est passé le 21 juin? C'est avant tout, au départ, un événement météo. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pluie qui tombe pendant cette journée du 21 juin et pendant cette nuit du 21 juin. Il y a beaucoup de pluie qui tombe. Voilà, on estime que c'est à peu près 130 mm, 13 cm en 48 heures. Ça représente un temps de retour qui est à peu près décennal. Alors, c'est-à-dire tous les 10 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'habitude, ces pluies, alors il y en a déjà eu dans le passé, des pluies aussi intenses, des orages aussi intenses, mais d'habitude, au lieu de tomber au mois de juin, elles tombent plutôt au mois de septembre. Elles tombent plutôt à l'automne. Et là, elles sont tombées au mois de juin, elles sont tombées sur beaucoup de neige. Il y avait encore beaucoup de neige, et cette neige, elle était très humide, parce qu'il avait fait très chaud les jours d'avant, donc elle était chargée en eau. Et donc, quand cette pluie tombe sur cette neige, qui déjà est très humide et est en train de fondre, ça rajoute une lame d'eau, hein, qu'on estime aussi à peu près à une centaine de millimètres en 48 heures. Et donc, si vous faites le cumul de ces lames d'eau, vous n'êtes plus sur des périodes de retour de 10 ans, vous êtes sur des périodes de retour de 100 ans. D'accord ? Donc c'est déjà un événement en soi, rien que ce phénomène météo et fonte de la neige, c'est déjà un événement en soi, c'est déjà un événement centenal. Et en plus, pendant cet événement, il y a un lac qui était à la surface du glacier de Bonne-Pierre qui va se vidanger. Alors, ce lac, on a estimé ensuite qu'il représentait 100 000 m3. Alors on ne sait pas trop à quelle vitesse il s'est vidangé parce qu'on n'était pas là pour l'observer, voilà. Mais on sait qu'il s'est vidangé pendant l'événement. Hein, vous avez une photo du lac le 13 juin et vous avez une photo juste après, le 22 juin, il y a plus, le lac n'est plus là. Et donc c'est vraiment la concomitance, le fait que ces trois phénomènes, beaucoup de pluie sur beaucoup de neige et un lac qui se vidange, qui fait l'événement de la Bérarde. On va dire c'est la faute à vraiment
pas de chance, quoi, que ces trois phénomènes se soient produits exactement en même temps. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur l'événement de la Bérarde, il y a un rapport d'expertise qui a été rédigé de façon très synthétique, très vulgarisée, qui permet d'avoir un peu toutes les données de la compréhension. Ça a été fait, c'est un travail qui a été coordonné par le RTM de l'ONF et qui est téléchargeable sur Internet. Et donc, c'est assez synthétique. Après, il y a des annexes où il y a tous les scientifiques. Il y a une trentaine de scientifiques qui ont travaillé là-dessus. Nous, on a travaillé sur le glacier, par exemple. Mais il y en a qui ont travaillé sur l'écoulement torrentiel. Voilà, il y a sur la météo, sur le niveau, sur la fonte de la neige. Voilà, donc il y a tout ça dans ce rapport. Et ça peut être intéressant. Donc, ouais, une dernière chose, hein, c'est que il y a 200 000 m3 de matériaux qui se sont déposés sur la Bérarde. Donc 200 000 m3, ça fait presque une tour Eiffel. 300 000 m3, pardon, une tour Montparnasse. 300 000, il me semble que la tour Montparnasse c'est 300 000 m3. Voilà, donc ça fait pas mal de, sur un petit village comme ça fait pas mal de choses qui ont été, des matériaux qui ont été déplacés pendant l'événement, qui ont été arrachés au-dessus de la Bérarde et qui ont été amenés à la Bérarde. Alors il y en a 300 000 qui ont été arrachés, 200 000 qui sont déposés sur la Bérarde, et puis sûrement 100 000 qui sont partis dans le Vénéon, qui sont allés plus bas dans la vallée jusqu'au lac du Chambon. Alors, donc nous on a travaillé plus spécialement sur le lac du glacier de Bonnepierre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un lac, contrairement au lac des Bossons dont je viens de parler, c'est un lac qui est éphémère. C'est-à-dire c'est un lac qui se forme au printemps, il va grossir il va se remplir pendant quelques semaines, et après il va se vider naturellement chaque année. Donc ce lac, il était là, on a vu sur les images satellites qu'il était là depuis 2016. Et de 2016 à 2023, il s'est rempli, il s'est vidé, et personne dans la vallée n'a rien vu. Et c'est pour ça qu'on ne s'est pas inquiété de ce lac, puisque finalement, il avait un cycle de vie qui ne causait pas de problème dans la vallée. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2024, il ne s'est pas vidangé de la même façon, il s'est vidangé brutalement, il s'est vidangé au travers du glacier. Et ça, c'est ce qui explique que ça ait contribué à l'événement. Si c'était vidangé doucement, il aurait pris plusieurs jours pour se vidanger, ça n'aurait pas contribué à l'événement. Mais le fait qu'on mette beaucoup d'eau dans ce lac en même temps, ça a conduit une vidange très rapide. Et cette année, on l'a surveillé, on a regardé comment il se vidangeait, et de nouveau, il s'est vidangé tranquillement, parce qu'il n'y a pas eu d'événement de pluie pendant qu'il était plein, il n'y a pas eu d'orage pendant qu'il était plein. Donc ce qu'on sait pour le futur, c'est que quand le lac est plein, il faut surveiller la météo, parce que s'il pleut beaucoup, on risque d'avoir de nouveau une vidange comme on a eu en 2024. Voilà. Alors maintenant, je vais terminer par un dernier exemple, qui est l'exemple de Blatten en Suisse. Donc je pense que vous en avez entendu parler. Donc Blatten en Suisse, je crois que ça c'est une vidéo. Est-ce que ça marche? Voilà, donc ça c'est la vidéo de l'avalanche, vraiment de l'événement, qui dure quelques secondes en fait. Donc ça, cette vidéo, vous pouvez la trouver sur Internet, pareil. Elle a été diffusée. Donc on ne voit pas grand-chose en fait parce qu'il y a un énorme nuage de poussière. Donc c'est une avalanche de glace, il y a un glacier qui est parti, mais surtout il y a beaucoup de rochers, on va le voir. Donc c'est un glacier qui s'est recouvert petit à petit par des rochers. Et à un moment il y a eu le rocher de trop, le glacier il ne pouvait plus tenir, et donc il y a tout qui est parti dans la vallée. Et donc ça a détruit complètement une grande partie du village de Blatten. C'est remonté dans la vallée, donc c'est remonté de 200 mètres, et ça, les collègues suisses scientifiques n'avaient pas du tout imaginé, parce qu'ils n'avaient pas évacué. Il y avait un petit hameau au-dessus de Blatten qui n'avait pas été évacué, et heureusement, il n'y avait personne. Quelques maisons ont été touchées dans ce petit hameau, alors qu'il est 200 mètres de dénivelé au-dessus de Blatten. Donc l'avalanche est remontée de 200 mètres avant de commencer à redescendre dans la vallée. Hop, hop. Alors, pour la Bérarde, j'ai dit que c'était des phénomènes concomitants, c'est-à-dire il pleut sur de la neige et il y a un lac qui se vide. Ici, c'est différent, c'est des phénomènes, ils n'arrivent pas en même temps, c'est des phénomènes en cascade. On a d'abord une montagne qui s'éboule,
donc sur le glacier de Birch. Et donc il y a 3 millions de mètres cubes de rochers qui tombent depuis le pic qui est juste au-dessus du glacier de Birch. Et au départ, si on évacue le village, c'est parce qu'on a peur que ces rochers ils finissent par arriver, ou qu'on a peur que toute la montagne, on voit la montagne qui bouge complètement, on a peur que toute la montagne arrive sur le village. Et ensuite, c'est quand les chutes de rochers se calment. Donc l'événement il a eu lieu le mercredi 28. Et moi j'ai un collègue suisse le lundi qui m'a contacté, qui m'a envoyé une photo il m'a envoyé une coupe du glacier avec le glacier qui est tout petit et puis le gros tas de rochers qui fait jusqu'à 30 mètres d'épaisseur au-dessus du glacier. Il m'a dit: est-ce que tu penses que ça va tenir longtemps? Donc voilà, quand on pose des questions comme ça, il faut essayer d'être un peu réactif et puis de réfléchir 5 minutes. Et donc effectivement on s'est concerté avec 2-3 collègues et on lui a dit: bah, non, on pense que ça ne va pas tenir longtemps. Mais eux, ils étaient, les Suisses, du côté opérationnel, ils étaient en train ce qu'il faut voir, c'est que quand vous évacuez un village, les gens, ils ont envie de revenir chez eux, quoi. Vous les avez évacués 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça fait déjà presque 4 jours qu'ils étaient évacués. Ils avaient envie de revenir chez eux, ils avaient envie de venir chercher des affaires, ils avaient envie de venir nourrir leurs bêtes, parce qu'il y avait encore des bêtes dans le village. Et du coup, ils poussaient les autorités à revenir chez eux. Et effectivement, il n'y avait plus de rochers qui tombaient. Et ils étaient à 2 doigts de dire: bah, ok, allez chercher des affaires, on va organiser ça par petits groupes, vous allez pouvoir aller chercher des affaires. Et, mais ils ont vu quand même que le glacier bougeait beaucoup. Et donc ils ont décidé de ne pas faire revenir les gens, et ils ont bien eu raison, même si ce n'était pas des décisions faciles à prendre, puisque du coup le glacier de Birch s'est effondré ce mercredi 28 mai. Et donc ça a conduit à une avalanche. Donc c'est un glacier qui était recouvert de glaciers, donc ça a conduit à une avalanche de glace et de rochers qui s'est en 40 secondes déposé sur le village de Blatten, comme on le voit ici. Et donc avec des vitesses de l'avalanche qu'on voyait sur la vidéo d'avant, hein, des vitesses qui ont été mesurées grâce au bruit que ça fait, grâce aux sismomètres qui écoutent les séismes et là qui ont entendu cette avalanche, à des vitesses de 200 km/h. Donc autant vous dire que si vous n'avez pas évacué le village, vous n'avez pas le temps d'évacuer le village, ça dure 40 secondes. Donc soit le village est évacué et il n'y a pas de mort, soit tout le monde est enseveli, tous ceux qui sont ensevelis sont morts. Et il y a eu un 4e risque en cascade, c'était le risque que, on le voit ici, se forme un lac, parce que l'éboulement, l'avalanche a bloqué le fond de vallée, donc la rivière se trouvait bloquée, le niveau de ce lac il montait assez rapidement, et le risque c'est que, on imagine bien que ce dépôt là, il n'est pas très solide, il y a de la glace, il y a plein de rochers qui sont broyés, enfin c'est pas très consolidé. Donc c'est pas un barrage qui est très solide, et donc le risque c'était quoi? C'était que le lac grossisse à un volume suffisamment important que le barrage dû à l'éboulement casse et qu'il y ait un nouvel incident, un nouvel événement plus bas dans la vallée. Sachant que la vallée après elle est encore beaucoup peuplée, il y a d'autres villages plus bas que celui de Blatten. Blatten c'est le village le plus haut dans cette vallée. Et donc heureusement l'eau a trouvé son chemin toute seule, tranquillement, et il n'y a pas eu de 4e événement. Mais c'était vraiment suite à l'événement ce qui était craint, qui est ce 4e événement. Alors, on voit sur ces photos, alors, vu que c'est assez lent, je ne suis pas sûr que ça va. D'habitude, je fais clignoter. Donc ça, c'est une photo du 19 mai, et ça, c'est une photo du 21. Et donc, on voit vraiment l'événement qui vient charger le glacier, il est ici, hein, on ne le voit même plus parce qu'il est sous les rochers. Il y a plus de rochers que de glaciers en poids. Hein. Oui, je ne l'ai pas dit. Le poids, pour vous donner une image, si j'arrive à revenir en arrière. Voilà. Hein, donc au total, il y a 20 millions de tonnes de matériaux qui sont arrivés sur le village. 20 millions de tonnes. Si on prend les voitures en France, alors je dis elles pèsent 1 tonne, chaque voiture pèse 1 tonne, je pense qu'en moyenne on doit mettre maintenant plus qu'1 tonne, hein, avec les grosses voitures qu'on a.
c'est la moitié des voitures françaises. Vous prenez la moitié des voitures françaises et puis vous les mettez sur le village de Blatten. Voilà. Donc vous pouvez imaginer ce que ça représente en termes de masse, de poids sur le village. Voilà, donc au départ, c'est à cause de ces mouvements, de ces éboulements que le village a été évacué. Et donc ça, c'est une image qui est après la catastrophe. Donc on voit la taille du dépôt qui est ici et à quel point il est remonté dans la vallée. Voilà, je vais m'arrêter parce que je crois que déjà j'étais trop long. Donc trois petites conclusions. Donc la première, c'est que donc, les risques dont on a parlé ce soir, les risques d'origine glaciaire, c'est des risques émergents qui sont finalement assez mal connus, dont les processus sont assez mal connus, parce que heureusement il n'y en a pas eu tant que ça, et puis surtout on n'est pas souvent là, il y en a beaucoup qui se passent en Himalaya, il y en a beaucoup qui se passent dans les Andes, et ces pays ont malheureusement moins la capacité de venir étudier, instrumenter, et essayer d'expliquer pourquoi ça s'est passé, et surtout essayer de prévenir pour éviter que ça se passe. Je dirais que dans les Alpes, en France ou en Suisse ou en Italie, il y a plus de moyens pour essayer de prévenir. Mais on n'arrivera pas à se prévenir de tout. La Bérarde ou Blatten sont des exemples qui montrent qu'il y a un moment où la nature est plus forte que l'homme et ça ne sert pas à grand chose d'essayer de lutter. Et donc là, on est rentré, moi je dirais, dans quelques décennies qui vont être compliquées en termes de ces risques, parce que ça va augmenter à la fois en fréquence, mais aussi sûrement en intensité. Pas seulement dans les Alpes, mais aussi, comme je l'ai dit, dans les Andes, en Himalaya. Voilà. Et donc, je ne l'ai pas dit, mais c'était derrière tout ce que j'ai dit, ces glaciers, ils se retrouvent dans ces situations, ils disparaissent, ils reculent, ils fondent, à cause du réchauffement climatique, principalement aujourd'hui. Et du coup, quand même, le moyen qu'on a, nous, citoyens du monde, de lutter contre ça, c'est de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que chaque effort compte, chaque degré compte, et nos décideurs politiques l'oublient souvent parce qu'ils connaissent rien à la physique, malheureusement, mais on ne peut pas négocier avec le point de fusion de la glace. C'est 0 degré, point. C'est pas 2 degrés, c'est pas moins 2, c'est 0 degré, c'est la physique qui a décidé. C'est pas à nous de faire changer ça, on n'arrivera pas à le changer. Donc voilà, c'est une barrière physique qu'il faut éviter d'atteindre pour les glaciers. Voilà, merci. Et je peux répondre avec plaisir avec des questions s'il y en a. Exactement. On a 3 micros qui circulent. Du coup, pour l'enregistrement, je vous conseillerais de bien parler dans les micros. Du coup, on enregistre la conférence. Comment vous avez su qu'il fallait évacuer la Bérarde? Alors, en fait, la Bérarde n'avait pas été évacuée, mais par exemple, tous les campings le long du Vénéon, quand il y a des alertes Météo France, d'orage avec des fortes précipitations, les préfectures, assistées par les services du RTN par exemple, prennent la décision, on va évacuer. Par exemple, tous les campings du Vénéon, le long du Vénéon, avaient été évacués la veille. Donc dès le 21 au matin, tout avait été évacué. Après, les gens à la Bérarde n'ont pas été évacués parce qu'on n'imaginait pas un événement de cette ampleur-là. Et c'est seulement eux, dans la nuit, quand ils ont vu ce que ça devenait, qu'ils sont allés se réfugier dans un endroit sain, safe, comment dire, sûr, pour se protéger. Et au petit matin, il y a eu un balai d'hélicoptères qui est venu les évacuer. Donc là, c'est de la décision opérationnelle gérée par la préfecture, le service de crise de la préfecture. Moi, j'ai une question qui n'est peut-être pas si mécanique, mais on sait que dans ce permafrost qu'ils font, il y a des bactéries, il y a eu des épidémies d'anthrax sur les dégels en Sibérie. Est-ce qu'il y a des équipes aussi autour de vous, Olivier, qui étudient ce qui se passe dans cette glace en termes de virus, de bactéries, de modification de la biodiversité ensuite ou pas? Alors, je ne suis pas spécialiste de ça. Effectivement, le permafrost, c'est comme les glaciers, ils font. Alors, ça cause plein de problèmes, ça cause des problèmes, ça relâche du CO2, du méthane plutôt.
Ça pose des problèmes de construction, parce que tous les ouvrages qui sont construits sur du permafrost, une fois que ça fond, ça se tord dans tous les sens. Et effectivement, potentiellement, ça peut aussi relâcher des bactéries ou des virus, ou je ne sais pas, vous êtes plus spécialiste que moi dans la salle, en tout cas ceux qui sont médecins, qui ont été congelés et préservés dans le froid et qui à un moment se retrouvent relâchés. Voilà, après, je ne suis pas spécialiste de ça, donc je préfère pas m'aventurer sur ce terrain glissant. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation. Concernant le dernier événement en Suisse, vous avez dit que le point de départ, c'était l'effondrement rocheux. Et est-ce qu'on sait la cause? Parce que là, c'est pas de la glace, donc c'est pas du réchauffement. Si, j'ai oublié de le dire, c'est une très bonne question, parce qu'en fait, c'est justement, il y a du permafrost de parois dans cette montagne, et donc tous nos massifs rocheux non englacés, par exemple l'aiguille du Midi autour de Chamonix, enfin toutes les parois rocheuses qui sont à très haute altitude, ou au-dessus de 3000 mètres, on va dire, sont des parois qui contiennent de la glace. Et donc quand cette glace fond, il y a de l'eau. Et quand il y a de l'eau, ça va faire cycle de gel, dégel, donc ça va tout fissurer. L'eau, elle va se mettre en pression dans les fissures, donc ça va pousser les rochers. Et ici, effectivement, c'est une paroi qui contenait de la glace, qui contenait du permafrost, qui était en train de se dégeler. Et ça, c'est un vrai sujet, j'en ai pas parlé, moi j'ai parlé que des risques liés au glacier blanc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on dit souvent risque d'origine glaciaire et périglaciaire. Et dans périglaciaire, on entend le permafrost, le fait aussi que quand les glaciers se retirent, les montagnes elles sont quand même un peu tenues par les glaciers, et quand les glaciers se retirent, il y a plein de versants rocheux ou sédimentaires qui se retrouvent instables. Donc quand je dis que les risques d'origine glaciaire et périglaciaire, en 2100, voilà, je serai à la retraite depuis longtemps, mais en 2100, il n'y aura plus de sujets. En fait, il y aura quand même des sujets sur le périglaciaire, parce que les glaciers se retirant, ça rend instables les rochers qui sont derrière. Un peu de temps avant la catastrophe de la Bérarde, le refuge du Châtellerault s'était fait dévaster. C'était dû à quoi? Alors, justement, je pense que c'est le refuge de Châtellerault, c'était des effondrements de parois. Aussi, alors je n'ai pas exactement étudié ce phénomène, mais il me semble que c'est des effondrements un peu de type, voilà, à plus petite échelle, des effondrements de parois qui viennent sur le refuge. Et il y a eu des fortes pluies, c'est suite à des fortes pluies aussi, qui ont entraîné aussi ces éboulements, quoi. D'autres questions? Merci. Est-ce que la démocratisation de la pratique de la montagne, vous aviez, sur votre première diapo, vous avez dit multiplication du tourisme, on dit qu'il faut protéger les zones d'animaux, mais est-ce que ça contribue à réchauffer ou à abîmer les sentiers et à provoquer des éboulements rocheux ou pas du tout? Le fait de pratiquer la montagne? De plus en plus de pratiquants. Alors, qu'est-ce que j'entends? Oui, alors, pratiquant, bon, je suis pas sûr que ça a un impact, ça a plus tout ce qui est, on a beaucoup parlé là, du ski de randonnée qui avait un impact sur la faune, parce que les skieurs de randonnée vont dans des endroits où finalement il n'y a pas grand monde qui va et donc ils peuvent déranger la faune. Mais finalement, quand on regarde ça, on se trompe peut-être de sujet, puisqu'il y a des endroits qui sont complètement, pour la faune, des zones interdites. C'est un cœur de station de ski qui est vraiment exploité. Voilà, il n'y a aucun oiseau qui peut venir nicher. Donc, je ne sais pas trop comment répondre à votre question. Le plus gros impact en termes de réchauffement climatique des stations de ski, c'est que les gens viennent au ski, en fait. C'est le transport et le logement. C'est pas forcément qui skient. Donc finalement, si on démonte tous les remontées mécaniques dans les stations de ski et que les gens viennent faire du ski de randonnée, ça va pas forcément beaucoup changer l'impact environnemental, malheureusement.
Ou alors il va falloir qu'ils viennent de façon plus vertueuse avec leur vélo, mais ça je suis pas sûr que tout le monde soit prêt à le faire. Et sur les bulletins de nage avalanche, il n'y a pas d'explication, on ne peut pas prévoir les événements rocheux que vous avez dit. Alors non, il n'y a pas des choses aussi cadrées que pour les bulletins d'anivologie, pour les bulletins d'avalanche. Par contre, on a commencé depuis quelques années à faire un travail avec les collègues du RTM, encore que je cite depuis le début, sur analyser bassin versant par bassin versant, là où il y a du glacier ou du périglaciaire, analyser s'il y avait des risques d'aléas, des aléas potentiels, et surtout s'il y avait des enjeux en bassin de bassin. D'un point de vue du risque, en France, on va parler de risque s'il y a des enjeux, et par enjeu, c'est pas l'alpiniste. Je veux dire, l'alpiniste, il va en montagne depuis tout le temps, il sait que s'il pique-nique sous la chute de Sérac, il prend plus de risques que s'il passe en courant, mais que globalement, il peut passer au mauvais moment, au mauvais endroit, et qu'il y a une pierre ou un sérac qui va lui tomber dessus. On va pas commencer à prévenir ça, sinon on interdit l'accès complètement à la montagne. Et donc en France, la notion de risque, c'est vraiment s'il y a des enjeux, et les enjeux, c'est des maisons, des habitations, ou des infrastructures type route, train, etc., ou des centrales hydrauliques, ou des choses comme ça. Merci pour votre présentation. Alors, moi, j'étais arrivée avec une question qui n'est peut-être pas dans votre champ, hein, mais avec ce qui se passe dans les Andes et en Himalaya et dans les autres grandes montagnes que les Alpes, est-ce qu'on a moyen de savoir, d'avoir une anticipation ou des prévisions sur ce qui peut se passer avec une augmentation de la fonte? Parce que bon, à un moment, il n'y a plus de glaciers du tout. Et à ce moment-là, ça change complètement le climat dans les Alpes et notamment la circulation de l'eau liquide. En gros, il n'y aura plus de réserve en neige et en glace. Et à ce moment-là, les précipitations, est-ce qu'on a des connaissances là-dessus? Alors si c'est hors sujet, si c'est pour une autre réunion, n'hésitez pas. Hein. Je peux commencer à répondre. Je pense qu'il y a deux questions dans votre question. Il y a une question sur le fait que quand on enlève un glacier, c'est une surface blanche, normalement, quand elle n'est pas trop sale, et on la remplace par du rocher, c'est une surface noire. Et ça, c'est une des raisons pourquoi, en montagne, on a un réchauffement climatique de plus 1,5 degré, c'est que les glaciers se retirant, on change l'albédo, ce qu'on appelle l'albédo, donc la couleur des surfaces, et donc il y a moins de rayonnement solaire, et on absorbe plus de chaleur dans les montagnes quand elles sont découvertes. Quand il y a moins de neige, il y a moins de jours de neige, il y a moins de jours d'enneigement, il y a moins de glaciers, les glaciers sont plus hauts, donc on est en train de noircir, voilà, il y a un effet d'emballement, exactement. Et la deuxième question, c'est quand les glaciers vont disparaître, quid de la ressource en eau dans nos vallées? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le glacier, vraiment, aujourd'hui, on est en train de manger notre pain blanc, là, en termes de ressources en eau, parce qu'on est en train de les faire fondre à fond. Donc l'été, on a vraiment, on a la neige de l'hiver qui fond, qui alimente les rivières, plus on déstocke du glacier. Puis un jour, il n'y aura plus de glacier à déstocker, donc on n'aura plus que la neige de l'hiver. Voilà. Et donc, et qui entre-temps sera remonté très haut. Donc on va, peut-être qu'en termes de quantité, aujourd'hui, vu qu'on fond les glaciers, il y a plus de quantité d'eau qui arrive des montagnes, et que cette quantité, elle va, quand les glaciers vont disparaître, du coup, elle va diminuer. Par contre, ce qui va se passer, c'est aussi en termes de séquençage, quand est-ce que l'eau va arriver, parce que la glace et la neige, quand elles fondent, elles prennent du temps. Et donc, ça permet d'avoir de l'eau pendant les périodes un peu arides, là où il fait chaud, pendant l'été. Si vous n'avez plus ça, vous avez de l'eau quand il pleut. Et puis sinon, vous n'avez pas d'eau. Et donc, par exemple, j'ai vu un très beau film que vous pouvez voir sur Internet aussi, je crois, sur, mais je ne vais pas réussir à me souvenir du nom, en Himalaya, donc avec un système très simple. Les populations locales stockent de la glace, c'est-à-dire elles font arriver de la glace dans un tuyau, elles inventent le canon à neige, mais très rudimentaire, avec 3 bouts de tuyau et 4 coudes en PVC, et elles font des sculptures des sculptures de glace qui, pendant qu'il fait froid, sans apporter aucune énergie, ça se fait naturellement. Et du coup, ils accumulent, ils font une grosse stalagmite de glace, ils en font plusieurs, et du coup, elles vont fondre pendant l'été,
ce qui va leur permettre d'avoir de l'eau quand il n'y en a plus trop qui tombe du ciel. Et je me souviens plus du nom de ces... Personne dans la salle se souvient du nom de ces sculptures. Ouais. Bon. Bonjour, alors j'étais peut-être pas là au début. Quels sont les glaciers côté isérois que vous surveillez? Est-ce qu'il y a des zones qui sont sous surveillance actuelle dans le massif de la Meije ou plus proche de Grenoble? Oui, alors il y a le glacier de Bonne-Pierre dont j'ai parlé dans l'événement de la catastrophe de la Bérarde. Du coup, aujourd'hui, depuis la catastrophe, en fait, on a mis pas mal d'instrumentation et on fait de la modélisation aussi pour essayer de comprendre. En fait, on n'a pas encore tout à fait compris pourquoi ces lacs se forment, comment ils se forment, comment ils se remplissent. Voilà. Donc il y a des choses qui sont suivies là-dessus. Et puis dans les années qui viennent, ce lac il va devoir être suivi parce que notamment on va être plus vigilant quand il y aura une annonce d'orage et qu'il est plein. Du coup, il y aura peut-être des évacuations préventives pour éviter si un tel événement se reproduisait, pour éviter qu'il y ait des gens qui soient sous l'inondation. Après, il y a le glacier blanc, par exemple, dans les écrins, qui est suivi aussi, mais là pour son bilan de masse. Hein. Il y a une grosse activité de mon laboratoire à l'Institut des géosciences de l'environnement, qui est, c'est pas moi, mais c'est des collègues, qui est de prendre le pouls d'un certain nombre de glaciers dans différents massifs afin de voir quelle est la fonte, quel est le bilan de masse, quel est l'état de santé après chaque année de ces glaciers. Donc voilà, donc on suit quelques glaciers. Voilà, mais je dirais que ensuite c'est surtout c'est concentré autour du Mont Blanc. Et il y en a un peu aussi en Savoie. On suit le lac de Tignes, il y a le lac de Pralognan, au-dessus de Pralognan, sur le glacier de Cormarché, qui a été sur les dômes de la Vanoise, qui a été vidangé cet été aussi, un peu à la façon de ce qui a été fait au Besson. Voilà, donc il y a quelques glaciers et quelques lacs qui sont suivis. Oui. Vous avez dit qu'en fermant les stations de ski, ça résoudrait une partie du problème. Non, puisque, je ne vois pas que ça résout. Enfin, si on laisse quelques randonneurs à ski ou en raquette, si on fermait les stations de ski, malgré la perte de certains emplois de moniteurs de ski, est-ce que ça répondrait à une partie du problème? Non, c'est ce que j'ai dit, c'est qu'en fait, ce qui est polluant en termes de climat, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, après il y a d'autres impacts, on est d'accord. Quand on a un domaine skiable, la faune et la flore, elle n'a plus vraiment son mot à dire. Mais en termes de climat, ce que j'ai dit, c'est que les chiffres sont que si vous avez autant de personnes dans la station et que vous logez autant de personnes dans la station, pour faire du ski de rando ou du ski de fond, au lieu de faire du ski de piste, on ne diminue pas tant que ça les émissions de gaz à effet de serre. Parce que ce qui coûte cher, c'est le transport, comment les gens viennent en station. Ce qui émet beaucoup, c'est le transport et le logement. Oui, donc c'est parce qu'il y a moins de skieurs qui ont un randonneur. Oui, mais voilà. Peut-être qu'effectivement, si vous fermez toutes les stations, mais je ne suis pas sûr qu'on y soit prêt, pour plein de raisons, voilà, vous allez appeler moins de monde, c'est sûr. Attendez. Il y avait des glaciers que l'on recouvrait par du plastique. Alors, ouais, des bâches blanches. Oui, des bâches blanches. Donc effectivement, mais ce qu'il faut bien voir, bon, déjà, est-ce que vous avez envie de voir toutes les montagnes recouvertes de bâches blanches plastiques? Il y a une grosse problématique en ce moment. Les gens font de la recherche pour essayer de trouver justement, parce que ce qu'on utilisait classiquement, c'est les bâches, c'est les géotextiles que l'on met, par exemple quand on va couler une dalle dans une maison, on vient mettre un géotextile, ou quand on creuse une tranchée, on vient mettre un géotextile pour filtrer un peu, pour retenir les cailloux. Donc là on prend ces géotextiles qui sont pleins de plastique, et puis on les met sur les glaciers. Mais en fait, c'est essentiellement à viser pour des usages touristiques. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun scientifique qui, sérieusement, va vous dire bon, ben, allez, on va aller protéger ce glacier en le recouvrant de géotextile. Donc c'est pour autour des grottes de glace, hein, quand vous allez à la mer de glace, quand vous allez en Suisse, il y a certaines grottes de glace, et ben on vient mettre pour préserver
Mais je vous assure que quand vous allez visiter ces grottes de glace, vous avez plutôt envie de pleurer que... voilà, parce que ça fait vraiment... On a l'impression d'être à Disneyland, quoi. Il y a du plastique de partout, on ne sait plus où est le glacier. Et ensuite, on en met aussi... les stations de ski font ce qu'elles appellent du snow farming. Donc elles cultivent de la neige en posant des bâches de plastique. À certains endroits, elles ont pas. C'est très cher parce que c'est pas en soi le textile, mais de maintenir ça, ça s'envole pas avec le vent, de le poser, d'avoir les gens qui sont capables de le poser. Et donc en fait, à la fin de l'hiver, ils viennent recouvrir certaines zones et ils se disent bon voilà, ça va me faire un stock de neige pour démarrer plus tôt, pour démarrer l'année prochaine un peu plus tôt. Mais c'est voilà, vous êtes, on va prendre l'image de l'hôpital, hein, vous êtes en train de soigner avec des pansements incancéreux, quoi. Voilà, donc ça n'a pas beaucoup d'effet. Et ça, à mon avis, ça a même plus d'effets négatifs que positifs, dans le sens où ça, en termes de pollution au plastique, c'est un vrai problème. Parce que ces bâches, elles sont très difficiles à retirer ensuite. Une fois qu'elles sont prises dans la glace, elles sont très difficiles à retirer. Ça fond, ça regèle et on n'arrive pas à les retirer. Donc ça reste. Si vous allez sur le glacier du Rhône, j'étais à une conférence il y a 2 semaines, là, il y avait quelqu'un qui montrait le glacier du Rhône, donc la grotte de glace qui est creusée au fond du glacier. Et ben, chaque année, il faut la faire un peu plus haut parce que le glacier s'écoule, donc la grotte elle avance. Et donc vous avez des tas de plastique tous les 100 mètres qui correspondent aux anciennes grottes de glace des années précédentes. Et donc c'est affreux. Alors, sans vouloir rentrer dans la polémique, je veux avoir votre avis de scientifique. Est-ce que vous pensez que les événements dont vous venez de nous parler, c'est un phénomène qui de toute façon, voilà, c'est un cycle, de toute façon ça doit arriver, ou est-ce que c'est en lien avec l'activité humaine? Avec le réchauffement climatique anthropique. Voilà. Alors, c'est une question qui est pas évidente. Ce dont je suis sûr aujourd'hui, et toute la communauté scientifique, il n'y a plus de Trump qui n'est pas sûr de ça, mais et ses collègues, et quelques Français malheureusement aussi, c'est que l'homme, l'activité humaine, a un rôle dans le réchauffement climatique qu'on observe. Ça, aujourd'hui, on en est sûr. Et ce que je vous ai montré, c'est que les glaciers subissent de plein fouet le réchauffement climatique. Donc, l'homme a une responsabilité dans le recul des glaciers et dans la vitesse à laquelle ça se passe. Ça, c'est indéniable. Après, quand on prend cas par cas la catastrophe de Blatten, à quel point c'est lié au réchauffement climatique? Sûrement qu'il y a une accélération due au fait que, comme je vous l'ai dit, hein, la montagne qui est au-dessus de Blatten, c'est une montagne qui contient du permafrost, et on sait que le permafrost, voilà, il y a des choses qu'on observe sur les risques d'origine glaciaire. C'est compliqué d'observer des statistiques parce qu'il n'y en a pas tant que ça quand même. Mais par exemple sur les chutes, il y a des études qui montrent qu'il y a de plus en plus de chutes de pierres et d'effondrements de parois à permafrost en fréquence et en intensité. Et ça, c'est dû au réchauffement climatique. Et du coup, le réchauffement climatique étant anthropique, c'est dû à l'homme. Oui. Oui, bonjour. Donc vous avez cité 2 exemples. Est-ce qu'il y aurait des zones habitées que vous pourriez définir comme inhabitables parce que trop dangereux sur le futur, et du coup il faut dire aux gens, partez. Mais partez définitivement en fait. Eh ben, c'est une question qui est très compliquée parce qu'effectivement, il y a des zones, mais ça existe déjà, hein, peut-être pas en montagne, mais sur la côte, le trait de côte reculant, aujourd'hui, il y a des maisons, on ne dit peut-être pas aux gens de partir, alors ça dépend des communes, mais on leur dit on ne vous assure plus votre maison, il ne se trouve plus personne pour assurer leur maison, donc, et plus ils attendent, plus la maison perd de la valeur. Donc il y a effectivement des gens qui se font exproprier parce que de toute façon, à terme, ça devient trop dangereux d'habiter où ils habitent. En montagne, ça peut être aussi le cas. C'est la question qui se pose complètement, par exemple pour la Bérarde, que va devenir le village de la Bérarde? Il y a encore quelques maisons qui sont debout. Voilà, et ça c'est aujourd'hui, c'est pas moi qui vais répondre, mais clairement, il y a des enjeux économiques.
il y a des enjeux sociologiques parce que la Bérarde, c'est quand même un village un peu symbolique, c'est le berceau de l'alpinisme, en tout cas en France, c'est connu mondialement pour ça. Voilà, il y a des enjeux environnementaux. Est-ce qu'on a envie de construire une muraille de Chine au-dessus de la Bérarde pour protéger contre tout la Bérarde? Voilà. Est-ce qu'on a les moyens financiers de faire ça? Il y a des enjeux financiers. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte. Heureusement, ce n'est pas les scientifiques qui décident de ça, parce que rien n'est capable de décider. Oui, mais c'est vous quand même qui conseillez sur ça, c'est trop dangereux, faut pas y aller, quoi. Et effectivement, on vous écoute pas, je peux comprendre le débat, mais en général, on nous écoute. Par exemple, alors on n'était pas directement impliqués, nous scientifiques, mais c'est les collègues du RTN qui ont géré ça. Sur le village de Pralognan, cet été, le camping a été fermé parce qu'il y avait ce lac qui a été vidangé pendant l'été, et ce lac était d'un volume assez important pour justifier qu'on ferme le camping pendant une saison. Mais quand on prenait une décision comme ça, évacuer un village, fermer un camping pendant toute une saison, voilà, il faut quand même avoir les arguments. Et c'est vrai que moi, ça m'arrive souvent d'être en préfecture ou dans une mairie pour aider à prendre ce genre de décisions. Ce pas des décisions qui sont simples à prendre. À Blatten, quand on décide d'évacuer le village, voilà, on évacue le village, à la limite c'est la décision qui est facile à prendre, mais décider à ce que les gens ne reviennent pas dans le village et attendre suffisamment, c'est compliqué. J'ai d'autres exemples en Italie, ou dans le Val Claret, donc de l'autre côté du tunnel du Mont Blanc, dans le Val d'Aoste, vous avez un système d'alerte qui fait qu'on ferme la route. Et après, il ne se passe rien. Qu'est-ce qu'on fait? On la réouvre, on attend 2 jours, 3 jours, enfin bon, en fait, avec ces phénomènes-là, on travaille avec beaucoup d'incertitudes. On n'est jamais vraiment sûr de ce qui va se passer ensuite. Plutôt qu'on est sûr, mais on ne sait pas quand. Et malheureusement, non, j'aimerais bien être plus sûr. Tiens, d'autres questions? Une dernière. Bonsoir et merci pour cette belle présentation. Je me mets un petit peu à votre place. Ça doit être des décisions au quotidien et un travail au quotidien qui doit sans doute fortement peser sur vous. Est-ce que vous auriez une bonne nouvelle ou des raisons d'espérer un peu plus réjouissantes peut-être? Est-ce que j'ai besoin de consulter un psychiatre ou un J'aurais pas osé le dire comme ça, mais... Vous proposez votre soutien. Non, mais oui, non, c'est... moi, je dirais que gérer le risque, c'est du concret, c'est... Voilà, et puis, typiquement, résoudre le problème du lac des Bossons, je pense on était content à la fin, il y a un problème qui est résolu. Mais moi, ce qui m'affecte le plus aujourd'hui, c'est la disparition des glaciers, le fait que les glaciers reculent de façon de pire en pire chaque décennie, et que finalement nos politiques sont juste capables de rien, quoi. De se battre pour savoir qui sera le prochain président, pour refaire la même chose. Donc voilà, ça c'est un peu désespérant. Donc chacun, voilà, il faut trouver des moyens d'agir, voilà, venir faire des conférences, essayer de partager ce qu'on sait et ce qu'on vit. Mais encore une fois, voilà, malheureusement, c'est un problème très complexe. Je crois que c'est la première fois que l'humanité doit faire face. Alors, le climat, c'est une chose, mais malheureusement, il y a d'autres problèmes environnementaux. Je parle beaucoup du climat et du recul des glaciers, mais il y a des problèmes de biodiversité, il y a des problèmes de pollution, pour ne parler que de ça. Et du coup, le problème du climat, c'est quand même le problème compliqué pour l'humanité, parce qu'on est tous responsables. Et les plus responsables ne sont pas nécessairement ceux qui en pâtissent le plus, et les moins responsables, souvent, en pâtissent le plus. Donc voilà, c'est éminemment injuste, et avec des effets qui sont mondiaux. Et voilà.
Mais non, il ne fallait pas venir si vous voulez que je vous remonte le moral. Et comment convaincre ceux qui croient que c'est pas l'activité humaine, mais que c'est un rythme de glaciation, comme il y a eu avant des rythmes. Il y a des gens qui continuent à dire qu'il y a eu des périodes glaciaires et là c'est une période chaude. Oui, mais bon, il y a des gens qui disent que la Terre est plate. Et aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui croient. Et en France, il y a des gens qui croient que la Terre est plate, qui pensent que la Terre est plate, quoi, qui croient que la Terre est plate. Donc voilà, l'éducation, il faut mettre de l'argent dans l'éducation, c'est la base. Hein. Éduquer les enfants, les adultes sont trop cons. Voilà. C'est le seul moyen de s'en sortir. S'il n'y a pas de questions.